Eh bien, nous allons démarrer avec la plénière 1 qui a pour thème « Comment développer des champions nationaux dans le secteur agricole ». Pour cette plénière, avec pour thème « Comment développer des champions nationaux dans le secteur agricole », nous avons pour modérateur M. Mohamed Sidiki Silla. Il est le Managing Partner de Silla & Partners. Nous avons également M. Ibrahima Sambegou Gassama, qui est le directeur des opérations, le programme de développement agricole intégré de Guinée, PEDEG. Je rappelle que le PEDEG est également notre partenaire champion sur Conakry, ce SADEN Conakry. Monsieur Namori Kamara est le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés. Il est également sur ce panel. Madame Awasila Diallo, elle est la secrétaire générale du ministère des Investissements et des Partenariats publics et privés. Monsieur Guy Laurent Fondjo, également sur ce panel, est le président de l'Association professionnelle des établissements de crédit et directeur général administrateur de Afriland First Bank. Alors que tous prennent place, je vais redemander aux hôtesses de fermer la porte si possible. Je vais inviter, sous vos applaudissements, Maître Mohamed Sidiki Silla, qui va être notre modérateur pour cette plénière. Maître, merci de prendre place juste ici et je vous passe la main. Bonjour tout le monde. Je vais de ce pas inviter les panélistes à me rejoindre. Madame Awasila Diallo, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonjour madame. Voilà, Monsieur Namori Kamara, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Guy Fondjo, sous vos applaudissements. Et Monsieur Ibrahima Sambegou Gassama, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur, madame, les modérateurs. Je suis Mohamed Sidiki Silla, je suis avocat d'affaires. Je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle Silla & Partners, qui évolue essentiellement en mines, énergie et infrastructure. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi on m'invite à modérer un sujet qui porte sur l'agriculture. Je suis aussi président de l'association des boursiers Fulbright de Guinée. Et ceci me permet, avec votre permission, de faire un petit clin d'œil à cette association qui, Madame la maître de cérémonie faisait allusion à cela tout à l'heure, avec le SADEN, a mis en place un projet qui s'est intitulé SADEN Fulbright Ideation Challenge. C'est un projet avec l'accompagnement de la banque de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui récompense une idée innovante qui adresse une problématique à laquelle les entrepreneurs sont confrontés dans 4 secteurs: agriculture, santé, éducation et technologie. Et le gagnant aura un prix de 5 000 $. Nous avons procédé avant-hier à la présélection. 11 ont été présélectionnés et sont en ce moment même en train d'être formés pour présenter leur projet demain. Et parmi ces présélectionnés, la grande majorité constitue des projets dans le domaine de l'agriculture. Peut-être que c'est un signal
par rapport au thème que nous allons développer. Et peut-être qu'il y a de la relève qui devra certainement arriver. Donc, comme je disais, moi je suis avocat d'affaires. Sur le thème l'émergence des champions nationaux dans le secteur de l'agriculture, j'avoue que je sais ce que c'est qu'un champion. Je sais ce que c'est que national. Mais franchement, comment on fait des agriculteurs, pour le profane que je suis, des personnes qui en général font la culture simplement pour se nourrir et nourrir leur famille, des champions nationaux, moi je ne sais pas comment on le fait. Mais je crois que c'est pour cela que les organisateurs, à qui je voudrais dire un vibrant merci de m'avoir donné l'opportunité de modérer ce panel, même si, en toute modestie, je ne pense peut-être pas avoir toutes les capacités, mais je crois que c'est pour donner une réponse aux questions de comment faire des agriculteurs ou des entrepreneurs dans le secteur agricole des champions nationaux qu'ils nous ont gratifiés d'un panel aussi relevé de personnes spécialistes du domaine, en tout cas des domaines qui interagissent dans le cadre de ce thème pour éclairer nos lanternes à nous tous. Je vais, dans un premier temps, passer la parole à chacun des panélistes et je commencerai par Madame Awa Sylla Diallo, qui est secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés, de se présenter, de retracer un tout petit peu leur parcours et de faire savoir au public que ce que j'ai dit, j'ai pas tort, en quoi en fait le parcours est en ligne avec ce thème que nous allons discuter pendant l'heure et demie qui vient. Madame. Alors, je vous remercie, monsieur le modérateur. Juste avant de commencer, en général, quand je me retrouve sur un panel où je suis minoritaire ou, disons, discriminée positivement, c'est un peu le cas, je suis la seule femme, et étant donné qu'on est en plein mois de la femme, qui est le mois de mars. On sort du 8 mars. Voilà, exactement. Du coup, je vais devoir changer un peu les règles de jeu et exiger la parité, dans le sens où la répartition, c'est-à-dire le temps de parole, soit proportionnel au genre et non au nom. Je pense que toutes les femmes sont d'accord sur ça. C'est une doléance. Elles sont majoritaires. Donc, vous allez parler sur l'heure 30 minutes et les messieurs vont se partager 30 minutes. Exact, donc, je suis d'accord. Moi, ça me va. Alors, c'est toujours difficile de se présenter, de parler de soi-même. Je vais éviter de donner mes longues années d'expérience parce que ça risque d'être un peu à ma défaveur, parce que certains vont se dire, en regardant la salle et regardant voir tous les jeunes, et je me sens jeune, donc ça risque un peu de jouer en ma défaveur. Donc tout ce que je vais dire, c'est que j'ai une longue carrière en audit et je suis un peu produit du secteur privé. Et pas plus tard que 2 ans, donc en audit, je travaille dans un grand cabinet comptable ici, Ernst & Young, FFA, et j'ai travaillé au Zimbabwe, au Tchad, et j'ai fait des missions en France également. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu envie de faire une transition. Donc, basculer un peu vers le secteur public, parce que j'ai estimé qu'il y a un besoin en compétences, et ce qui m'a poussé à faire un master à Sciences Po. Et après, je suis la secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur Camara. Alors, je pense que c'est aussi très difficile de parler de soi-même. Moi, j'ai étudié ici, j'ai commencé dans le public pendant 8 mois, et après mes études. Je pense qu'on s'était connus à l'époque, hein, lorsque je suis rentré.
J'ai commencé au ministère des Finances aussi à l'audit. À l'époque, ils avaient créé une cellule de contrôle, contrôler la douane et l'AGS. Pendant 8 mois, j'ai fait ce travail comme chargé d'études. Et ensuite, je suis parti à Londres, où j'ai travaillé pendant 15 ans, essentiellement dans le secteur privé. J'ai travaillé dans l'aéronautique, dans l'aviation, où j'étais directeur commercial en charge de l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, vraiment très décalé par rapport à par rapport au thème, mais pas aussi loin, en fait, du travail que je suis en train de faire, qui consiste à faire la promotion de la Guinée. Mais entre-temps aussi, moi-même, j'ai été entrepreneur. Entrepreneur dans le domaine agricole, bien avant, rien à voir avec ça. Je me suis lancé aussi, comme Morigane le disait, même dans la téléphonie aussi. Donc j'ai pris des risques. La plupart du temps, ça n'a pas marché. Voilà, donc c'est un peu ça, Mori Camara. Merci, Monsieur Camara. Monsieur Fondio. Oui, merci. Je suis tout sauf entrepreneur, parce que depuis 20 ans, et je pense que ça paraît paradoxal pour un salarié de venir parler aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs en herbe. Mais qu'à cela ne tienne, mon parcours, je suis informaticien à la base. J'ai géré l'informatique du groupe Afriland First Bank pendant des années. Et après, j'ai décidé d'aller au commercial. Et je suis aujourd'hui le directeur général d'Afriland First Bank et le président de l'association professionnelle. Et j'officie également dans plusieurs conseils d'administration. Mais surtout, ce qui me passionne, c'est ma qualité d'ouvrier de lutte contre la pauvreté et de création de richesses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fondio. Last but not the least, Monsieur Gassama, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur Silla. Alors, comme étant le plus vieux du groupe, on va ainsi dire. Alors, moi, je suis ingénieur statisticien de formation, avec, on va dire, 11 ans, compte tenu de mon âge, d'expérience sur le terrain, en tant qu'homme de terrain, à arpenter nos routes assez difficiles, en tant qu'acteur de développement. Alors, j'ai commencé très tôt également dans un cabinet où je faisais de la recherche. Et j'ai migré depuis déjà, on va dire, 11 ans maintenant, sur les projets de développement en tant que chargé des opérations. Et actuellement, je suis directeur des opérations sur le projet de développement agricole intégré de Guinée. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est clair qu'en Guinée, en fait, on a suffisamment de terres arables avec un environnement naturel favorable. La Guinée dispose donc d'un potentiel agricole pouvant contribuer à l'accélération de sa croissance économique et générer de nombreux emplois. À ce jour, ces énormes potentialités restent fortement sous-exploitées. Hier, Monsieur le Président de la République, dans son allocution, disait que les mines qui sont les principaux pourvoyeurs de revenus à l'État ne devaient pas constituer le moteur du développement, ça devait être plutôt le secteur agricole et que donc la Guinée devrait être considérée comme un scandale agricole plutôt qu'un scandale uniquement minier. Le gouvernement donc a pour ambition de développer une agriculture moderne, durable, productive et compétitive sur les marchés intracommunautaires et internationaux. Toutefois, cette émergence ne se fera pas en l'absence de champions nationaux compétitifs. Une des questions qu'on va débattre ici, c'est comment on fait pour changer la donne, pour faire en sorte que des champions locaux effectivement émergent, mais aussi transforment le pays. Je vais, honneur aux femmes naturellement, commencer par Madame la secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés pour qu'elle nous dise un peu quelles sont les politiques que l'État met en œuvre pour favoriser justement le développement optimal du secteur privé en général en Guinée et créer un cadre favorable
pour les entrepreneurs dans le secteur agricole, notamment au regard de la récente mise en place de la zone de libre-échange continentale et de l'intégration sous-régionale, qui peuvent autant être des menaces, mais aussi des opportunités pour les entrepreneurs dans le domaine agricole. Je vous remercie. Alors moi, je vois la zone de libre-échange plutôt comme une opportunité pour la Guinée. Cette zone va permettre aux entrepreneurs guinéens d'accéder à un marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs, dont 350 millions sont dans notre communauté économique régionale qui est la CEDEAO. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes prêts à saisir ces opportunités? Donc, l'un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir préparer notre secteur privé à aller sur ce marché sous-régional. Et nous sommes condamnés à ne plus avoir une vision qui se limite à nos frontières. Donc, nous devons avoir une vision sous-régionale, voire même continentale. Alors, pour que le secteur privé soit préparé, nous, en tant que gouvernants, on a un rôle majeur à jouer. Donc, nous devons définir des politiques publiques qui permettra de favoriser cet élan et cet essor du secteur privé. Nous devons aussi nous assurer que le secteur privé, qu'il est fort et il est prêt à concurrencer le secteur, la concurrence sous-régionale. Alors, je parle plus de sous-régional parce que, comme je l'ai dit, qu'il faut vraiment qu'on ait une vision, qu'on sorte un peu du cadre. C'est vrai qu'il faut d'abord qu'on règle les choses en interne, mais en gardant en vue qu'on est là pour s'agrandir. Alors, ça veut dire quoi pour le secteur privé? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une diversification des secteurs de production. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transformation agricole, une transformation de nos produits locaux. Ça veut dire que nos PME doivent être mieux structurées et professionnalisées. Et disons, ne pas évoluer dans l'informel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un renforcement des capacités, qu'il y ait une conformité aux normes de sécurité du point de vue sanitaire et de certification. Et aussi, il y a plusieurs aspects à couvrir, notamment la politique de branding, pour qu'on mette en avant le Made in Guinée. Donc, compte tenu de tout ça, il est question pour que le secteur privé local soit fort, il faut que nous attirons des investisseurs. Ce sont les investissements étrangers qui vont booster notre secteur, nos PME locales. Donc, pour pouvoir attirer les investisseurs, il faut qu'on rétablisse une relation de confiance. Et cette confiance doit se traduire par des actes, par des initiatives qui sont prises par le gouvernement, qui vont permettre à un investisseur de venir de façon assurée, mettre des capitaux en Guinée et être sûr qu'il sera protégé. Donc, et entre autres, il y a des réformes qui ont été entreprises, notamment au niveau du climat des affaires. Alors, le gouvernement a d'abord instauré un environnement, un dialogue public-privé, d'accord, qui va permettre d'obtenir un consensus entre les différents acteurs, parce que s'il n'y a pas de dialogue et s'il y a un malentendu, forcément, ça aura une incidence sur les investissements. Donc, ça entraîne un sous-investissement et voire une croissance inclusive tant recherchée qu'on ne pourra pas avoir. Alors, depuis 2015, il y a eu le Code des investissements qui a été adopté, qui est d'ailleurs beaucoup plus incitatif et protecteur pour l'investisseur. Il y a eu la création et l'opérationnalisation du tribunal de commerce, qui désormais ne statuera que sur les litiges commerciaux. Il y a l'adaptation et la vulgarisation du traité de Luanda, qui aussi donne une certaine assurance aux investisseurs. Il y a la lutte contre la corruption. Oui, la corruption qui est un fléau néfaste, hein, qui est un des indicateurs que regardent les investisseurs. Et d'ailleurs,
mon ministère a organisé une conférence de presse pour célébrer cette journée, qui était le 9 décembre, pour essayer de montrer un peu la volonté du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Et au niveau du ministère, on a un service de due diligence également, qui passe un peu en revue tous les investisseurs qui viennent en Guinée, parce que c'est vrai que nous voulons des investisseurs, mais nous ne voulons pas non plus des vendeurs d'illusions. Donc, on fait un background checking. Aussi, au niveau de du secteur privé, donc il y a eu des mesures d'accompagnement, parce que c'est vrai qu'il faut entreprendre, mais on a besoin d'outils, on a besoin de moyens, on a besoin d'accompagnement, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, l'APIP, l'Agence de promotion des investissements, a eu accompagné près de 344 entrepreneurs durant l'année 2019. En interne, nous avons élaboré une plateforme pour mettre à disposition des informations sur les structures de financement et d'accompagnement, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des jeunes entrepreneurs, mais ils ne savent pas vers qui se tourner pour avoir une assistance. Aussi, nous avons la mise en place de la PME, la maison de la PME par l'APIP, pour permettre, pour faciliter l'accès au financement, le nerf de la guerre, parce que sans argent, on ne peut pas entreprendre. Au niveau du commerce transfrontalier, il y a le guichet unique du commerce qui est en voie d'opérationnalisation, qui va permettre aux opérateurs de partager des documents normalisés en un même endroit. Alors, il y a un facteur qui est très important pour les investisseurs, c'est la notion du temps. Il fut quelques années, les gens perdaient beaucoup de temps pour pouvoir s'installer, pour créer une société. Alors, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits dans ce sens pour atténuer les lenteurs administratives, donc notamment pour la création des entreprises. On est passé à des délais de mois, à 72 heures, disons 24 heures pour créer. Et on a même la possibilité de créer sa société en ligne. Il y a une interconnexion qui est faite entre la Direction nationale des impôts et l'APIP pour permettre de traiter les documents et aussi de traquer. Bon, ce n'est pas l'objectif de traquer les sociétés. Et donc, autant de mesures qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir faciliter l'environnement des affaires. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, pour le rappel de toutes les réformes qui ont été mises en œuvre pour créer un meilleur cadre pour les investissements en Guinée, attirer les investisseurs et leur donner les infrastructures et autres outils qui leur permettent de développer sereinement leurs projets. Je vais à présent me tourner vers Monsieur le Directeur Général de l'Agence de promotion des investissements privés APIP pour une question assez spécifique. Monsieur le Directeur, on a entendu parler d'un programme d'accélération que vous avez initié et qui semble avoir abouti à l'identification d'un certain nombre d'entreprises qui vous paraissent porteurs et qui peuvent être amenées au niveau de champions locaux, de champions nationaux. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous en parliez un tout petit peu de ce processus-là qui est en droite ligne avec notre thème, même si dans un premier temps, c'est un cadre général lié à l'investissement en Guinée, mais l'investissement aussi national. Alors, il y a un programme accélérateur qui a débuté, qui a été lancé en son temps par le ministre Gabriel Curtis et qui a été soutenu par le PNUD. Comme vous le savez, le mot accélérateur aujourd'hui, c'est un effet de mode. Tout le monde, c'est comme incubateur. Vous allez dans tous les pays, vous avez les accélérateurs et les incubateurs. Donc, accélérateur, ça veut dire simplement accélérer le processus de croissance des entreprises. C'est l'objectif ultime. Donc, tout ça aussi, ça va dans le processus de création des champions. Et lorsque le programme a été lancé, il y a eu plusieurs phases, en fait.
qui ont été entamées. Il y a eu une phase de présélection qui était très rigoureuse. Beaucoup d'entreprises ont appliqué, mais les critères aussi étaient rigoureux. L'un des premiers critères, d'abord, il fallait être une entreprise de droit, une entreprise de nationalité guinéenne, parce que c'est différent. On fait l'amalgame aussi entre une entreprise de droit guinéen, on peut être une entreprise chinoise, puis enregistrée ici, mais la majorité appartient aux Chinois. Donc il faudrait que l'actionnariat soit détenu par les Guinéens. Ça, c'était le premier critère. Le contrôle. Pardon ? Le contrôle de la société, très important, très très important. C'était le premier critère. Le deuxième critère aussi de présélection, il fallait aussi en fait que l'entreprise soit en activité au moins pendant 2 ans, ou que la personne ait une expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat au moins de 5 ans. Et avoir un chiffre d'affaires de 250 millions. Alors, après cette phase, il y a eu une phase de sélection. Hein. Les membres du jury étaient au nombre de 5, mais les membres du jury étaient constitués de professionnels, de gens qui ont créé des entreprises. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Souvent, il est très difficile de juger, de faire la sélection des accélérateurs d'entreprise lorsque soi-même on n'a pas créé d'entreprise. Donc j'ai trouvé cela très innovant. C'était des gens qui avaient de l'autorité dans leur domaine, donc qui ont vraiment secoué les entreprises qui se sont présentées. Et il y a eu une présélection de 20 entreprises et au final, pour raccourcir, hein, il y a 11 entreprises qui ont été sélectionnées et qui sont dans des domaines différents. Alors l'objectif visé, c'était de les amener un peu à améliorer leur gouvernance d'entreprise. Parce que c'est ça le problème aussi, la gouvernance d'entreprise. Regarder un peu comment on peut les structurer, comment on peut faire un diagnostic. Et ce diagnostic-là a été fait avec l'aide du PNUD, comme je l'ai dit, et un consultant a été choisi à cet effet et qui continue encore à accompagner ces 11 accélérateurs-là, dont l'objectif, en fait, pour nous, est d'en faire des champions. Et à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, moi, je n'étais pas là, mais le Premier ministre était l'un des mentors, hein, donc c'est un programme national, hein, un programme national qui a débuté. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je reviendrai vers vous pour d'autres questions concernant ce programme d'accélération. Je vais à présent me tourner vers monsieur Ibrahima Sambigou Gassama, qui est le directeur des opérations du programme de développement agricole intégré de Guinée. Je crois savoir, monsieur Gassama, que vous êtes un programme financé par la Banque mondiale qui aide l'État guinéen à améliorer le cadre général le cadre de tout ce qui est requis pour les agriculteurs pour pouvoir se développer. J'ai entendu hier le directeur de votre projet dire que c'est un projet qui est doté d'un fonds de 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Vous nous direz. Mais ces 40 millions de dollars sont dépensés comment? Quels sont vos axes prioritaires d'intervention? Qu'est-ce que vous faites concrètement au jour le jour pour que les agriculteurs aient accès à tout ce qui leur manque aujourd'hui pour pouvoir s'épanouir? Bien, alors peut-être revenir un tout petit peu là où monsieur le directeur s'est arrêté par rapport à comment sortir ces champions nationaux. Il faut juste peut-être aussi comprendre par là que ces champions, étant des champions nationaux, c'est aussi la responsabilité de l'État de pouvoir les accompagner. Donc, mettre à leur disposition des instruments les permettant de devenir des véritables champions. Alors, c'est aussi toute entreprise qui est surtout capable, on va dire, de compétir non seulement au niveau national, mais aussi d'être compétitif à l'étranger, sur les marchés sous-régionaux, mais aussi les marchés internationaux. Alors, pour nous, en tant que projet, et je pense que les partenaires financiers l'ont compris, ont compris le gouvernement dans cet élan, de pouvoir donner un coup d'accélérateur à ces entreprises.
a mis en place au fait cet instrument qui est le projet agricole, le projet de développement agricole intégré, qui, on va dire, depuis déjà des décennies, on est sur le secteur agricole, sur des projets qui visent à accompagner les producteurs. C'est généralement un projet d'appui aux petits exploitants, à la petite exploitation. Alors ce projet, il a été élaboré, conçu dans l'idée d'identifier des locomotives qui vont être finalement les champions que l'on recherche. Et à travers eux, de mettre en place une série d'appuis techniques et d'accompagnement pour régler les contraintes qui s'opposent à leur épanouissement de façon assez méthodique. Alors, pour le projet, c'est dans les réflexions que nous avions eues et que nous essayons de mettre en place, c'est déjà travailler sur les questions d'accès au foncier. On sait que c'est un défi réel pour la plupart des entreprises. On est dans un pays, on va dire, qui, sur le plan culturel, la cession de terres n'est pas trop ancrée dans nos valeurs. Alors, surtout dans les principaux bassins de production que nous connaissons, que ce soit en Haute-Guinée ou ailleurs, les gens ne cèdent pas facilement les terres. Et donc, les terres sont à exploitation coutumière. Notre régime foncier ne permet pas non plus de pouvoir dégager des zones de production de grande surface, comme on le voit, on l'entend partout ailleurs, où des entrepreneurs peuvent acquérir des superficies plus importantes. Alors, l'idée pour le projet, c'est qu'on ait, au niveau du secteur agricole, des entrepreneurs locaux ou étrangers qui viendraient, qui souhaiteraient en fait développer une filière donnée en tant que locomotive, en se mettant sur un des maillons des chaînes de valeur, qui sont généralement soit le processing ou la commercialisation, aider ces gens à régler leurs problèmes d'approvisionnement, en travaillant, nous, en tant qu'instrument de l'État, sur ces exploitations à la base, développer les contrats de production, développer ce qu'on appelle l'approche partenariat productive, afin de garantir un approvisionnement à ces entreprises qui se mettent en place. Aussi travailler sur toutes ces contraintes qui peuvent se poser au niveau de ces exploitations. C'est d'abord les questions liées au stockage, donc travailler sur les infrastructures de stockage, de commercialisation, travailler également sur comment amener les producteurs à améliorer leur productivité. Si nous prenons aujourd'hui, juste en guise d'exemple, nous avions, on va dire, 5 ou 6 rizeries qui se mettent en place. Mais le défi qui se pose à ces acteurs, ce matin, tout à l'heure, on avait le DG des fruits tropicaux, mais aujourd'hui, ces acteurs ne sont pas en mesure de dire qu'ils ont la capacité de régler tous leurs besoins d'approvisionnement. Nous avions une usine de fruits tropicaux qui fait, on va dire, 10 à 20 tonnes de fruits frais par jour, mais il faut bien les produire. Et les produire, il faut les produire à un prix compétitif. Et pour arriver à cette production compétitive, il faut déjà travailler sur les questions de productivité, de rendement sur les superficies. Et donc le projet va travailler également à mettre à disposition des technologies, que ce soit les variétés, que ce soit les approches les approches culturelles, mais aussi tout l'accompagnement technique pour qu'ils arrivent au fait à un niveau de production qui les permettrait d'être effectivement productifs. Et au finish, travailler également sur tout le processus de collecte et de mise à disposition, mais aussi répondre aux besoins de financement à travers un guichet que nous avions dans le projet qui permet de financer directement ces agro-entrepreneurs qui sont sur ces chaînes de valeur, qui ne sont pas véritablement les champions, mais qui peuvent aider à régler le problème d'approvisionnement pour les entreprises championnes qui pourraient émerger de façon globale. Merci beaucoup, Monsieur Gassama. Vous avez terminé par le point accès au financement. Je comprends bien que ces 40 millions de dollars ne vont pas tous être remis aux entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture. Vous avez parlé d'accompagnement technique, de processing, d'accompagnement post-production et tout. Ce qui fait que, naturellement, il y a toujours un besoin de financement que les agriculteurs ou les entrepreneurs dans le secteur agricole ont. Ce qui me donne la perche pour me tendre vers le banquier, Monsieur Fondio. Je sais que, M. Fondio, les banquiers ne sont pas ceux qui ont la plus belle réputation au niveau des entrepreneurs en Guinée de façon générale. Les gens estiment que l'accès au financement est très compliqué.
alors que beaucoup aussi savent que les banques sont généralement surliquides. De par ma position, je sais que les banques évaluent, apprécient les niveaux de risque qui sont associés aux besoins de financement qui leur sont soumis, alors que des entrepreneurs qui peuvent être des petites et moyennes entreprises sont structurellement représentatifs de tous les risques justement contre lesquels vous, en tant qu'institution de financement, les risques contre lesquels vous voulez vous prémunir. Ma question pour vous, donc, c'est comment on peut mettre en place des mécanismes qui permettent de dérisquer justement le financement afin de faciliter l'émergence de champions locaux. Et est-ce que les fonds de garantie qui sont de temps en temps mis en place par les États ou les institutions d'aide au développement sont suffisants en termes de volume de fonds mis à disposition, et est-ce que ces fonds de garantie constituent effectivement la panacée? Beaucoup de questions en une. Hein? Merci beaucoup. Je pense que fabriquer des champions est une action qui demande la contribution de tous. Donc tout à l'heure, les partenaires gouvernementaux ont dit ce qu'ils font en termes de définition du cadre, en termes même d'accompagnement pour créer des champions. Et les garanties dont vous parlez, à mon sens, ça vient en aval. Parce que dans tout ce qu'on doit envisager, si le champion lui-même ne réussit pas à se dérisquer, parce que pour nous, le premier risque, c'est le champion lui-même. Alors, comment il doit se dérisquer? Lui d'abord. Monsieur Maurice Diané a parlé ce matin du fait qu'un projet, c'est une idée, hein, c'est une passion et c'est même un rêve. Et je voudrais un peu faire une métaphore avec la passion lorsqu'on est amoureux. Quand on est amoureux et qu'on est passionné par une belle dulcinée, qu'est-ce qu'on fait? On ne respire, on ne rêve, on ne pense, on ne mène des actions que par rapport à l'atteinte de cet objectif, plaire à cette dulcinée. Alors, est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons la passion pour ce que nous voulons faire? J'ai décidé de me lancer dans le maïs, la production de maïs. Est-ce que véritablement j'aime le maïs? Est-ce que je crois au maïs? Est-ce que je pense que le maïs peut me permettre d'aller plus loin? Ou est-ce que c'est plutôt un alibi parce que j'ai trouvé qu'il y a des fonds de garantie, des partenaires techniques et financiers, et il y a la PIB qui va financer? Alors, je trouve plutôt un projet comme alibi pour aller avoir accès à ce financement. Dans ce cas, on ne sera jamais entrepreneur parce qu'en fait, l'objectif de départ, la passion dont parlait M. Maurice, n'y est pas. C'est plutôt un alibi peut-être pour aller gérer une autre passion. Donc, dans ce processus de financement, les gens parlent toujours d'accès au financement, mais à mon sens, au vu de ma petite expérience, ce n'est pas l'accès au financement le problème, mais c'est plutôt les entrepreneurs même, leur propre problème. Est-ce qu'ils ont la passion nécessaire? Est-ce qu'ils ont le sens du travail nécessaire? Est-ce qu'ils ont la patience nécessaire? Est-ce qu'ils intègrent l'échec comme faisant partie du processus? Parce que quand c'est dans une passion amoureuse, on sait qu'il y a l'échec. Quand elle dit non, on va se préparer pour repartir. Pourquoi dans le cadre de
l'activité du processus entrepreneurial, on n'a pas cette même passion. Donc, je pense que dérisquer, c'est d'abord commencer par dérisquer le promoteur. Et lorsque le promoteur est dérisqué, lui-même, on peut l'accompagner. L'accompagnement n'est pas seulement financier. Il y a des accompagnements non financiers qui intègrent la formation. Beaucoup échouent dans leur projet parce qu'ils ne savent pas la culture financière, la culture bancaire, la comptabilité. Des b.a.-ba comme ça, il y en a qui ne le savent pas. Est-ce qu'on peut les accompagner dans ce cadre-là? Et ensuite, il y a le suivi. Parce que l'objectif de la banque commerciale n'a pas pour vocation à suivre, à monitorer l'activité de bout en bout. Mais dans le cadre d'un partenariat entre l'État ou les partenaires techniques et financiers, on peut faire une sorte de complémentarité où la banque apporte le soutien financier et les partenaires techniques et financiers ou l'État apportent donc ce suivi, cet accompagnement, cette aide à la gestion, ce monitoring qui permet à l'entrepreneur d'apprendre les bons réflexes d'entrepreneur et de pouvoir graduellement devenir un bon entrepreneur. Nous avons eu un cas, en fait, qui est encore en cours avec le PNUD. African First Bank et le PNUD, dans le cadre du cadre de concertation la finance inclusive, ont décidé de fabriquer des champions. Et fabriquer des champions en essayant d'avoir cette complémentarité-là. Donc, le programme des Nations Unies a mis des fonds pour aider au suivi, à l'accompagnement de certains entrepreneurs. On a commencé par une étape pilote de 5 entrepreneurs. Aujourd'hui, je puis vous rassurer que cet accompagnement a permis d'avoir déjà des résultats. Parce que le PNUD mettant en place un dispositif d'accompagnement, ça a permis à la banque de pouvoir mettre à disposition le crédit en ne respectant pas les conditions classiques, les conditions de garantie et tout cela. L'accompagnement du PNUD ainsi que de la banque a permis que l'on lève ce verrou de garantie et qu'on lève même les verrous de connaissances techniques du promoteur, parce que c'est un processus inclusif dans lequel on accompagne le promoteur. Donc nous avons donné une ligne de crédit de 2,5 milliards à un handicapé moteur qui n'avait jamais fait de la logistique, qui n'avait jamais fait du transport, mais qui aujourd'hui, grâce à l'accompagnement apporté par le PNUD et Afriland ainsi que la ligne de financement, est propriétaire de 7 camions et aujourd'hui recrute un chef d'entreprise, mais parti de rien. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il a eu la passion nécessaire. Parce que sans lui, tout cet accompagnement financier et non financier n'aurait pas permis d'aboutir au résultat. Donc, je reviens, le problème n'est pas le financement, le problème c'est que les entrepreneurs se dérisquent eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, M. Fondio. Je pense que ça s'appelle la technique du pare-feu. On vous pose une problématique, voilà, je ne suis pas seul, il y a d'autres aussi qui ont leurs responsabilités, mais vous avez absolument raison qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Voilà. Donc, pour bien être en mesure d'accompagner les entrepreneurs, il faut que, comme les anglophones le disent, ils fassent leur homework. Et vous avez aussi dit qu'il y a
besoin qu'il y ait une coopération entre vous, les financiers, et d'autres institutions, y compris l'État et les partenaires au développement. Mais c'est l'aspect État qui m'intéresse à ce niveau. Madame la secrétaire générale, je reviens à vous. Mais avant ça, je voudrais informer le public que juste après ce dernier tour de table qui va être rapide, la parole vous sera donnée pour poser des questions aux panélistes et ils interagiront directement avec vous. Madame la secrétaire générale, M. Fondjo disait que son exemple, c'est un exemple de risque qu'ils ont pris sur quelqu'un qui n'avait pas absolument toutes les aptitudes nécessaires en misant sur la formation. Ils ont pris leur part de risque sur ce projet-là. Quand on parle de booster le développement dans le cadre de l'agriculture, pour en faire quelque chose de compétitif, de moderne, cela passe par beaucoup de cadres qui ne peuvent être mis en place que par l'État pour que les chaînes de valeur agricoles en profitent. Quelles sont les initiatives spécifiques que le gouvernement envisage pour justement l'atteinte de ces objectifs? Je me souviens hier que la dame qui a reçu le prix des entrepreneurs en 2019, parlait de besoin pour les entrepreneurs d'avoir accès à des mesures incitatives, notamment des allègements fiscaux qui pourraient leur permettre de mieux se développer. À considérer justement que, comme M. Fondjo le disait, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Est-ce que dans vos initiatives, vos politiques, vous prévoyez des choses concrètes, ciblées vers les entrepreneurs et vers les entrepreneurs dans le secteur agricole afin de favoriser leur développement? Oui, en effet. Alors, je voulais juste, avant de répondre, faire une analyse rétrospective de l'agriculture avant 2010. Donc, il faut savoir qu'on avait une agriculture manuelle, traditionnelle, avec une faible productivité et utilisant des équipements peu motorisés. Une agriculture où on avait des pertes considérables des récoltes, avec des taux de périssabilité élevés, notamment pour les fruits et les légumes. Et il y a quand même un paradoxe, parce que la Guinée, on est considéré comme un géant endormi. Nous avons 6,2 millions d'hectares, mais très peu de Guinéens pratiquent l'agriculture. Et ces superficies, c'est pratiquement 25% seulement qui sont utilisées annuellement. Alors, le gouvernement est parti d'un constat simple. Nous voulons une croissance inclusive et créatrice d'emplois. Et nous savons que 85% de la population rurale pratique l'agriculture. Et par contre, cette agriculture ne contribue qu'à hauteur de 15% du PIB. Donc, l'équation, elle est simple. Si nous voulons une croissance inclusive, créatrice d'emplois, la voie la plus rapide, c'est de pouvoir investir dans l'agriculture. D'autant plus que nous sommes à 10 ans d'un objectif du développement durable, qui est l'objectif 2, qui consiste à éradiquer la faim d'ici 2030. Donc, pour être autosuffisant alimentaire, on est obligé, on n'a pas le choix que d'y aller. Alors, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis au cœur de sa politique l'agrobusiness. Et pour cela, plusieurs initiatives qui ont été prises, que je vais vous citer de façon non exhaustive, je précise. Alors, il y a eu l'émergence et l'appui à la promotion des organisations paysannes. Parce qu'il fallait déjà qu'il y ait des groupements, ce qui va faciliter plus facilement, de leur apporter des assistances. L'accès aux équipements et aux intrants. Donc, depuis 2010, il y a eu 100 000 tonnes d'engrais qui ont été subventionnés à hauteur de 46%. Il y a eu la mise à disposition de 3 millions de litres de pesticides et 4 700 appareils pour le phytosanitaire, afin de garantir les normes de santé.
il y a eu la création de 7 centres de développement rural qui ont été équipés de 274 tracteurs, 240 moissonneuses-batteuses pouvant récolter et battre 42 000 hectares par an. Il y a eu 1095 décortiqueuses de riz, 715 étuveuses de riz, 690 batteuses motorisées et une centaine de graineuses de maïs. Aussi, j'ai parlé tout de suite de taux de périssabilité qui se justifie par l'état des infrastructures. C'est pour ça qu'il y a eu des investissements dans le domaine routier, c'est-à-dire des pistes rurales qui ont été aménagées, de 2364 km. Il y a la promotion des cultures de rente à fort potentiel d'exportation, notamment l'anacarde, l'ananas, le coton, le café, le sésame et les palmiers à l'huile. L'intensification de la pisciculture pour permettre à la population guinéenne d'accéder à la protéine animale. Et aussi la mise en ligne d'une plateforme Kobiri qui permet de gérer un peu les demandes des agriculteurs. C'est-à-dire, à partir de cette plateforme, vous avez la possibilité de savoir si vous avez un besoin d'intrants, où trouver, ou éventuellement de louer un équipement. Alors, à côté de ça, il y a plusieurs projets de transformation agricole aussi qui sont en cours, donc notamment l'urérie de Daboula, et aussi il y a l'usine de pommes de terre à Mamou, qui va permettre de faire des frites surgelées. Aussi, il y a l'usine de l'huile de palme qui va être faite à Conakry, qui est en cours. Et à côté, nous avons aussi des partenaires au développement qui assistent la Guinée, notamment la BAD, dans le projet agropole de Bokeh et de Cancan. Aussi, il y a un financement de la Banque mondiale pour les chaînes de valeur qui doivent être développées, de l'ordre de 200 millions. Le président de la République en parlait hier. Nous avons Enabel aussi qui travaille pour développer les filières compétitives. Donc voilà autant de mesures qui sont prises pour pouvoir nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ceci dit, il y a un certain nombre de défis quand même qui sont là, qui doivent être relevés. Notamment, nous sommes obligés, malgré tous ces accompagnements et ces financements, de revoir un peu notre façon de faire l'agriculture, de penser à une agriculture de masse. Un des défis, c'est de pouvoir transformer nos produits, les transformer et pour la consommation locale et aussi pour le marché extérieur. Maintenant, pour aller au marché extérieur, il faut qu'il y ait un conditionnement adéquat pour pouvoir écouler nos marchandises. Et il faut aussi que nos agriculteurs utilisent des techniques innovantes et durables pour faire l'agriculture. Aussi, il faut qu'ils soient formés, qu'on mette naturellement les moyens à leur disposition. Et un aspect très important à ne pas à prendre en compte, c'est l'environnement. L'environnement, il faut qu'il y ait une agriculture biologique. Et on sait tous que les changements climatiques ont une incidence directe sur les rendements agricoles. Et en dernier, le foncier. Donc, quel que soit le niveau d'investissement, le niveau d'accompagnement, si la question du foncier n'est pas finalisée, ça empêche un peu de donner une certaine assurance aux investisseurs de venir investir sur une terre dont on n'est pas sûr d'être propriétaire. Et aussi, le propriétaire terrien n'aura pas un document qui lui permettra d'aller voir M. Fondio, de déposer son titre foncier comme hypothèque pour pouvoir avoir une garantie. Donc voilà un peu les défis à relever, en plus des initiatives présidentielles et des accompagnements des partenaires qui permettront à la Guinée d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup, madame. Je vous préviens, monsieur, vous n'aurez pas autant de temps que madame a eu. Elle a fixé les règles, elle devait parler la moitié du temps assigné à vous trois. Monsieur le directeur de l'APIP, j'ai retenu du propos de madame qu'on a 6,2 millions d'hectares
arables en Guinée, dont très peu sont justement mis en valeur. Une question que cela m'inspire, c'est est-ce que vous avez, vous, en tant que bras armé justement du gouvernement pour faciliter les investissements, est-ce que vous avez une politique ou des mesures pour faire en sorte que des entrepreneurs locaux qui ont réussi dans d'autres secteurs et qui ont fait fortune puissent s'intéresser justement au domaine agricole. Et pour faire deux questions en une, même si vous n'aurez pas beaucoup plus de temps, est-ce que les entrepreneurs dans le domaine agricole ou les agripreneurs, comme certains l'appellent, sont logés à la même enseigne que les autres programmes d'accélération, ou est-ce que vous avez des programmes dédiés à ceci? D'accord. La première des choses, c'est qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la PIP, une orientation très forte sur le secteur agricole. Je ne vais pas reprendre un peu ce qui se dit par-ci par-là. Le secteur minier, vous le connaissez mieux que moi, c'est le secteur pour lequel nous sommes connus. Alors que, comme vous l'avez dit, on a 6 millions de terres arables. Donc, ce qu'on a fait, effectivement, c'est pour favoriser l'attraction des investisseurs étrangers. Moi, je crois qu'en fait, le premier des investisseurs, ce sont les investisseurs nationaux. Voilà pourquoi on a mis l'accent à la PIP. On a fait deux choses très concrètes et très simples. D'abord, au niveau du département promotion des investissements, on a créé des chargés de promotion sectoriels. Et nous avons 2 chargés de promotion uniquement en charge du secteur agricole, d'où son importance pour nous. Ensuite, quand je suis arrivé, on a aussi essayé de regarder, M. Fondiou a parlé d'accompagnement, c'est extrêmement important. L'accompagnement, le de-risking se fait même au niveau de la création d'entreprise. Souvent, vous avez des gens qui veulent accéder au fonds, mais ils n'ont même pas de RCCM. Donc, si vous n'avez pas de RCCM, le risque est élevé. Il y a un DG de banque qui me disait récemment qu'il a perdu 500 millions de francs guinéens parce qu'il y avait des problèmes sur les RCCM. Donc, au sein du département technique qui s'occupe de l'accompagnement, vous avez aussi des gens qui, comme ça a été rappelé, l'année dernière, on a accompagné 300 entreprises et parmi ces entreprises, il y avait la majorité était dans le domaine agricole. On a créé un département entrepreneur rural. Donc, pour essayer, toujours, encore une fois, de nous pencher sur la problématique du secteur agricole. Aujourd'hui, moi, par exemple, pour coller à l'actualité, j'étais à Londres. J'étais dans l'aéronautique, j'ai investi dans l'agriculture. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 10 ans, le gouvernement a mis l'accent sur le secteur. Quand le président de la République a dit « oui, l'anarcade, le cachou », tout le monde s'est lancé là-dedans. Vous avez aujourd'hui des gens qui faisaient du commerce avant, on les connaît bien, nous, qui ont des milliers d'hectares, il faut pas lui, je parle sous son contrôle, c'est-à-dire qui faisaient de l'import, mais qui ont investi énormément dans le domaine agricole. Mauritanie, c'est un exemple. Mais il faut que le gouvernement, encore une fois, et c'est ce que M. le Président de la République a fait, en fasse, comment on appelle ça, la priorité des priorités. Ensuite, pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, il faut aussi rendre l'agriculture plus attractive, pas moins rudimentaire, plus sexy. Aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, moi, je suis très heureux de voir des jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole. Il y a un ici dont je tais le nom, dont on comprend avec nous. Il était au Japon avec nous, il était en Russie avec nous, et il est jeune, il est essentiellement dans le domaine agricole. Et lorsqu'il fait son tweet ou son truc sur Facebook, ça fait un effet d'émulation. Donc, d'où le projet d'accélération. L'objectif du projet d'accélération, c'est non seulement l'accélération, il faut faire un distinguo, n'est pas destiné aux startups, n'est pas destiné aux incubateurs, n'est pas destiné aux gens, en fait, qu'il faut prendre ex nihilo. Il faut que tu existes déjà. Donc, voilà pourquoi l'accompagnement en termes d'accélération doit consister à, comme on le dit, à un accès premium à l'accompagnement. Un accompagnement personnalisé. Et les partenaires nous ont mis les moyens dans ce sens pour que l'accompagnement soit personnalisé. Maintenant, pour en revenir à l'autre question, cette année, nous allons lancer un programme d'accélérateur dans le domaine agricole. Parce que la leçon que nous avons tirée du premier projet d'accélérateur, c'est disparate. Vous avez tous les secteurs. Il n'y a qu'une seule personne, je crois, qui opère dans le domaine de l'agriculture.
Donc, on va lancer cette année, et là, c'est un appel que je lance, ça recoupe, hein, ça se recoupe dans le cadre de la finance inclusive avec nos partenaires, où le programme d'accélérateur va uniquement être dédié à l'accélération. Alors, et là aussi, il faut débattre de toutes les questions, parce que très souvent, on pense que l'accès, lorsqu'on a fait le survey, l'enquête au niveau de nos accélérateurs, et je renforce un peu ce qu'il dit, il y a peu qui demandent l'accès au financement. N'est-ce pas? Il y a peu. C'est l'accès au marché. On ne peut pas créer de champions partout là où les champions se sont créés, même aux États-Unis, en Anglais, ou en Europe, ou partout. L'État a fait des préférences, a créé les conditions. Par exemple, il y a un secteur que moi je connais très bien. Tu ne peux pas être PDG d'une société dans le domaine de l'aéronautique aux États-Unis si tu n'es pas américain. Donc il faudrait que nous aussi, en tant qu'État, que les champions que nous avons, quand ils disent accès au marché, les Dangote dont on parle aujourd'hui, ont été accélérés. En fait, eux tous, ils ont été accélérés. C'est pas des... Il faut qu'on fasse la même chose ici. Donc ça, la balle est dans notre camp pour que nous créions des conditions favorables à l'accès au marché, à travers le contenu local, à travers aussi l'accès au crédit. Il est vrai que le crédit est cher, là j'en conviens, mais le crédit est cher, c'est pas les banquiers, hein. C'est tout un facteur. Donc il faudrait aussi qu'on soit un peu plus agressif dans ce domaine-là. En tout cas, nous, ce programme-là, on est très passionnés là-dessus. Le secteur agricole est quelque chose qui nous passionne parce que c'est la priorité des priorités aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais la vendre. La dame qui était à côté de moi venait me dire qu'on finissait à 12h10, à midi 10. Donc, il faut aller encore plus vite. Monsieur Sambego, Gassama, j'ai noté hier encore du discours de cette dame que les incendies volontaires de champs sont en ce moment légion, ce qui crée des risques additionnels pour les agriculteurs, en tout cas les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs agricoles. Ce qui m'inspire la question des assurances de façon générale. Il semble que les produits d'assurance soit n'existent pas en quantité suffisante ou ne sont pas forcément adaptés pour les entrepreneurs. Dans le cadre de votre programme, comment ces aspects sont-ils gérés de façon concrète et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le déficit de produits d'assurance destinés au secteur agricole? En 2 minutes. Peut-être je vais laisser monsieur le DG d'Afriland compléter après. Non, 5. Mais très rapidement, hein, si on regarde un peu l'environnement du secteur agricole, généralement les institutions de financement traitent, on va dire, c'est un cliché, mais un mauvais cliché qui est collé au secteur agricole, le secteur risqué. Alors nous, notre travail, ce serait en fait de travailler à réduire ces risques le maximum possible. Si nous prenons l'exemple que vous venez de donner par rapport aux incendies sur les domaines, c'est vrai, globalement, on peut avoir des accidents, on peut avoir des incendies volontaires, mais c'est aussi une approche, on va dire, multidimensionnelle qu'il faut apporter aux acteurs du secteur agricole pour minimiser ces risques au maximum. Généralement, quand vous prenez, on va dire, les institutions de financement international, la Banque mondiale, les questions, on va dire, de risque social, de risque environnemental sont des questions centrales. On ne joue pas avec. Lorsque la banque doit faire un investissement ou accompagner un promoteur pour faire un investissement dans un domaine donné, excusez-moi, on s'assure que les risques sociaux sont maîtrisés. C'est-à-dire que l'environnement immédiat de l'entreprise est suffisamment bien contrôlé, qu'il n'aura pas de réclamation par rapport au bien qui va être réalisé. Et donc, du coup, que l'entrepreneur développe autour de lui, on va dire, un environnement qui accepte son projet. L'autre aspect, c'est aussi, on va dire, il y a des techniques, il y a des outils, des accompagnements qui permettent un peu de limiter tout ça. Parce que c'est vrai, ils peuvent avoir des accidents qui sont volontaires, mais généralement, c'est lié à notre pratique à nous. On est dans un pays où les gens de moins en moins utilisent d'autres techniques pour nettoyer, pour désherber. Ils préfèrent tout de suite mettre le feu. Et quand le feu arrive et que la zone de production n'est pas protégée par des pare-feux, et qu'il n'y a pas suffisamment de surveillance et de renforcement de capacité des acteurs qui sont du voisinage direct de cet investissement, il peut arriver que le feu arrive au niveau de ces domaines.
Alors, cela, bien entendu, arrivera à des risques qui sont énormes, qui ne sont pas couverts par aucune assurance, du moins en Guinée. Généralement, l'assurance, lorsque vous prenez un crédit, c'est vous qui êtes assuré. C'est-à-dire, si le preneur de crédit meurt, il y a une assurance qui va être là pour rembourser le banquier. Mais ce n'est pas forcément l'investissement. Généralement, les investissements qui sont assurés, ce sont les biens, les acquisitions qui ont de la valeur, en fait, qui ont un coût d'amortissement. Mais lorsque vous faites une plantation, il n'y a pas de coût d'amortissement parce que quand le feu le prend, c'est fini. Et il n'y a plus d'amortissement dont on parle. Donc, je pense que c'est une réflexion qui doit se poursuivre au niveau non seulement des institutions qui existent, mais aussi au niveau du gouvernement, pour qu'ensemble, l'on puisse regarder cet environnement pour pouvoir apporter une réponse, on va dire, la mieux adaptée. Mais pour un départ, il faut déjà jouer sur la sensibilisation, jouer sur des questions que l'on contrôle, sur son environnement direct, développer du bon relationnel dans la zone où on fait de l'exploitation, utiliser de la main-d'œuvre locale, éviter d'importer des personnes qui viendront être des ouvriers alors que vous pouvez recruter localement. Je suis sûr que lorsque vous avez une plantation et que dans le village, 10-15 personnes y travaillent, qui sont des natifs du village, ils savent que c'est aussi leur emploi qui est en jeu. Eux-mêmes, ils seront des surveillants pour vous. Donc, tout ceci sont des aspects qui peuvent, on va dire, minimiser ces risques éventuels de perte d'exploitation liés au feu. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Gassama. Dernière question, en tout cas de ma part, pour monsieur Fondjo, et ça, je vous la pose en votre qualité de président de l'association professionnelle des établissements de crédit. Vous avez vu que beaucoup d'efforts sont faits, le gouvernement a des initiatives, fait des réformes, l'APIP accompagne, accélère les entreprises, le PDAIG facilite des questions comme l'accès au foncier, la sécurisation des contrats. Dans le meilleur des mondes, donc, au cas où tout ceci marche parfaitement, comment les établissements de crédit, les institutions de financement peuvent-ils efficacement contribuer à l'éclosion de champions nationaux dans le secteur agricole? Merci. Nous n'allons pas attendre le meilleur des mondes, nous y sommes déjà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les banques financent le secteur agricole avec tout ce qui est en train d'être mis en place par l'État, par les partenaires techniques et financiers, et avec tout l'engagement qui est pris de part et d'autre dans ce secteur. C'est en train de contribuer à dérisquer ce secteur-là. Et de plus en plus, nous avons de l'appétit pour le secteur de l'agriculture. Quand vous prenez par exemple le cas d'Afriland First Bank avec les MUFA et MC2, nous avons mis 90 milliards au niveau des MUFA et MC2. Dans ces 90 milliards, 70 milliards, c'est dans le secteur agricole. Et je parlais du partenariat PNU de Afriland First Bank. Nous avons investi pour 12 milliards. Sur les 12 milliards, 6 milliards, c'est dans le secteur agricole, la pomme de terre au niveau de Mamou, la riziculture au niveau de Kissidougou. Donc, et également, on est en train d'aller plus loin avec l'agro-business. Nous avons un grand champion guinéen qui fait dans le noix de cajou, qui est parti de sa position d'exportateur, de collecte-exportation de noix de cajou, à producteur de noix de cajou et même à transformateur de noix de cajou, dont nous avons financé dans ce secteur-là. Donc, c'est dit, il y a beaucoup de fonds qui sont mis dans le cadre du secteur agricole. Parce que, effectivement, il y a cet environnement-là propice qui permet à nous autres banquiers de pouvoir financer sans prendre trop de risques. Et pour les jeunes entrepreneurs qui sont là, je vous rassure que vous n'avez plus besoin du titre foncier. Il y a déjà des techniques, on réfléchit sur des mécanismes pour pouvoir vous accompagner à travers des appuis financiers et non financiers afin que vous puissiez véritablement réussir votre projet. Parce que l'agriculture, plus que les mines, c'est ça l'avenir de la Guinée. Et je pense que l'État a bien compris. Et quand l'État comprend, nous autres du système bancaire, nous ne pouvons que financer. Donc,
ayez juste la passion de réussir et nous allons vous accompagner. Merci. Merci beaucoup à vous tous, chers panélistes. On va, puisqu'il nous reste maintenant que 10 minutes, on va peut-être prendre des questions dans la salle. Mais 8 mars oblige, si on prend que 2 questions, je pense que les femmes vont me défendre en sortant. Je prendrai que des questions de dames. Allez-y, madame. Ok, bonjour, je suis Virginie Touré, la directrice générale de Certibio Guinée, donc une entreprise qui évolue dans la certification en agriculture biologique. Donc ma question, c'est pour Madame la secrétaire générale, parce que j'ai entendu parler de développement durable et aussi du développement de l'agriculture biologique. Je voulais savoir quels sont les dispositifs que l'État souhaite prendre pour développer ce secteur. Merci. Je propose qu'on prenne la deuxième question et puis elles vont y répondre. Allez-y, madame. Bonjour, Madame Cissé Maïmouna Djakabi, assistante du ministre des Mines et de la Géologie. Ma question porte sur la participation des femmes donc, dans le système agricole. On sait que la Guinéenne, à l'instar des autres femmes d'Afrique, participe entre 60 à 70% à la production agricole. Donc une main-d'œuvre majeure et qu'elle a malheureusement très peu d'accès au foncier, puisque les traditions font que l'accès des femmes à la terre n'est pas facile. Et également, on sait que les femmes ont également un problème à l'accès à l'eau. Donc, ma question est comment amener ces femmes-là qui participent vraiment à l'agriculture de subsistance, comment les transformer en agri-businesseuses et donc comment améliorer le rendement agricole du pays tout entier et travailler également sur la question de l'eau et également sur leur accès aux semences améliorées. Merci. Merci, madame. Est-ce que les organisateurs nous permettent de prendre 2 autres questions? Et sur ces 2, je vais en consacrer une aux hommes. De ce côté. On peut? Bien. Ok, le monsieur au fond. Bonjour, moi c'est Ba Yagouba de l'entreprise Almaco Agrobusiness. J'ai une question à poser à monsieur le directeur de la PIP et monsieur le directeur de la Freeland Bank. Bien, ma question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on organise ici des formations pour ceux qui évoluent dans le secteur agricole? C'est-à-dire, nous qui sommes dans la production de la banane, nous ne sommes pas des agronomes proprement dites. Est-ce que nous qui rencontrons des difficultés, vous pouvez organiser des formations pour encore nous appuyer ou bien nous donner aussi plus davantage pour connaître ici l'agriculture? Parce qu'on constate que des fois, même si on nous accompagne financièrement, du moins, il n'y a pas de suivi. À un certain moment, on vous abandonne. On ne vient pas suivre réellement le financement qu'on vous a donné, ou vous êtes limité. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a été victime de ça. Voilà, c'était ma question. Elle est bien notée, merci beaucoup. Une dernière question. Ok. Allez-y. On peut lui donner un micro. Et puis on va répondre à ces 4 questions et clore le panel. Allez-y, madame.
Merci bien. Je remercie les organisateurs de m'avoir passé la parole. Je suis Madame Kaba Sarang Oulari, venant de la région de Farana. Je vais parler un peu sur l'aspect de l'attente de l'autosuffisance alimentaire. Tout à l'heure, Madame la secrétaire générale a eu à citer quelques acquis par rapport aux mesures d'accompagnement, toujours dans la filière agricole. J'ai eu entendu beaucoup de résultats par rapport à la culture du riz. Et les femmes de Farana sont dans la dynamique du changement prônée par le troisième gouvernement de la République. Et là-bas, les femmes s'intéressent. Il y a un certain éveil de mentalité visant à garantir leur autonomisation, de telle sorte ils sont dans la filière agricole, principalement par rapport à la culture du fonio. Farana est une zone de production de fonio. Nous avons beaucoup d'opportunités à notre portée là-bas. Le problème de foncier ne se pose pas. Le climat s'y prête également. On a même autre opportunité, nous avons des ONG à Farana qui évoluent dans le cadre de la confection de certains équipements, dont les machines décortiqueuses de fonio et les machines laveuses de fonio. Vous le savez mieux que moi, le travail de fonio, c'est un travail très pénible, de la culture jusqu'au niveau de la marmite. Donc, nous sommes là-bas. À chaque fois qu'on profite des occasions pareilles, en parler, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'aide par rapport, nous n'avons pas de soutien, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit technique. L'appui technique, on ne l'a pas. Quelqu'un le disait tantôt. Quand on parle de mesures d'accompagnement, ce n'est pas seulement par rapport à, à l'accompagnement financier, mais il y a autre chose à côté. Nous évoluons, nous avons la bonne volonté et nous savons que dans le cadre des initiatives présidentielles, nous savons que les femmes doivent faire quelque chose. Et nous sommes dans la production du fonio. De la production jusqu'à la transformation, on est dans ça. Donc nous profitons de l'occasion, au nom des femmes de Farana, les productrices de fonio de Farana, poser ce problème, si c'est une doléance ou bien si c'est en tout cas quelque chose, pour qu'on nous vienne en aide dans le cadre de l'amélioration de nos productions. Je vous remercie. Allô. Allô. Ok. Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si chacun a noté. Ok. Ok. Je ne sais pas si chacun a noté la question qui lui est destinée. Je vais vous laisser y aller rapidement en 1 minute par question. Il semble que les 2 dernières questions sont liées au même sujet de la disponibilité des appuis techniques, financiers et matériels pour les agriculteurs, y compris les femmes agricultrices de fonio à Farana. Donc allez-y, 1 minute chacun pour répondre à la question qui lui est destinée. Je vais y aller rapidement pour la question de Mme Touré. Une agriculture bio, j'ai eu à le mentionner tout de suite que c'est ce qu'il nous fallait. Donc la meilleure façon, l'une des solutions, c'est de veiller à la qualité des intrants, des engrais qui soient moins chimiques, utiliser des fertilisants minéraux. Et ça, je l'ai mentionné tout de suite que l'État avait importé une grande quantité d'engrais. Et donc, le gouvernement veille à la qualité des engrais qui sont utilisés. Mais aussi, il faut une formation, une sensibilisation des producteurs sur la façon de faire l'agriculture. Parce qu'il peut y avoir différentes sources d'approvisionnement, d'où la nécessité de sensibiliser les uns et les autres sur les conséquences éventuelles d'utiliser n'importe quel type d'intrant pour type d'intrants pour faire de l'agriculture. Donc globalement, c'est ça, c'est la qualité des intrants et puis la sensibilisation et la formation des agriculteurs. Merci Madame la Secrétaire Générale. Allez-y. Alors, je répondrai sur... je répondrai d'abord au jeune qui a posé la question sur la formation. Nous avons fait beaucoup de formations à l'endroit du secteur agricole. Bon,
Je crois qu'au demeurant, il faut dire que l'APIP n'est pas une agence de promotion uniquement pour le secteur agricole. Ça ne fait pas partie de mon mandat et je ne veux même pas que cela soit, en fait. Il y a d'autres agences, en fait, qui existent aussi, dont l'Amproca, qui sont là, qui sont éparpillées. L'accompagnement que nous faisons, nous le faisons de façon ciblée. Mais nous avons réellement accompagné le secteur agricole. Moi-même, je me suis rendu à l'Abbé. Et pour rebondir sur la même question, je pense que les gens qui sont sur le terrain sont beaucoup plus en avance que nous, même l'État, à vrai dire. Ils sont de loin en avance. J'ai rencontré des femmes, à vrai dire, qui ont entamé, qui ont construit leur business dans le domaine agricole. Ils n'ont même pas besoin de l'État. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour y aller. Mais quand je vois déjà où ils en sont, sans aide, c'est extraordinaire. Donc, à Kankan, nous sommes allés, nous avons ciblé, et c'est très bien qu'ils le disent, en fait, il a parlé de la banane. Lorsqu'on a été la deuxième fois à l'Abbé, on a choisi le secteur avicole, l'aviculture. Donc, on fait des programmes aussi qui sont désignés par secteur. Et à Kankan, c'était le secteur du coton. Lorsqu'on est venu à Mamou, c'était la pomme de terre. Et toutes ces formations-là étaient basées sur comment faire les business plans, comment se formaliser, parce que vous ne pouvez pas accéder au financement si vous n'êtes pas formalisé. Vous pouvez peut-être accéder à un certain type de financement, mais si vous voulez aller vers les banquiers, ils vont vous demander la formalisation. Par rapport à la dame qui parlait de Farana, j'étais moi-même à Farana le 10 janvier, où on a rencontré aussi le secteur privé local et toutes les femmes de Farana qui sont extrêmement dynamiques, qui sont dans le miel. On a ouvert une antenne, donc peut-être que ce serait bien que je lui dise aussi que maintenant il y a une antenne de l'APIP qui est à Farana, qui va commencer à formaliser le secteur local, mais aussi les aider à avoir un accès. Par contre, je ne suis pas... Il y a eu quand même beaucoup de... Parce que les avis sont partagés. C'est vrai que les femmes de Farana, quand elles parlent, je me retrouve. Elles étaient très, très critiques. Comme elle l'a fait, on ne voit pas beaucoup de choses. Mais il est vrai que le président, il y a eu des initiatives présidentielles à l'endroit de Farana. Il y a des tracteurs qui y sont, mais il faut vulgariser. Il y a la MUFA, je crois aussi, qui est présente à Farana, je crois, n'est-ce pas, qui accompagne. Il faut peut-être l'élargir. En tout cas, pour ce qui est de l'APIP, nous, on va se river à notre mission d'accompagnement des entreprises, de mise en relation surtout. De mise en relation. Ça, c'est très, très important. On a pu enregistrer des succès probants parce qu'on a mis en relation des investisseurs locaux dans le domaine agricole avec des investisseurs étrangers. Donc, il y a eu des exemples de ce type-là où le Japon, lorsqu'on a été au Japon, ils se sont intéressés au secteur du cacao. Ensuite, ils sont revenus ici, ils sont partis à Kisidougou. Et cette mise en relation-là, nous l'avons facilitée. Donc, les défis sont majeurs, mais il ne faut pas attendre d'accompagnement pour se lancer là-dedans. Il faut juste se lancer là-dedans et puis le reste, ça viendra. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Allez-y, monsieur Fondio, et après, monsieur... Donc, juste pour ajouter, c'est de vous dire, au niveau de l'État, des partenaires techniques et financiers, des banques que nous sommes en train de réfléchir sur les techniques pour faciliter l'accès au crédit, l'accès à l'accompagnement non financier. Donc, les formations, on a déjà eu à faire un bon nombre, il y en a encore, mais il faut également que vous puissiez véritablement nous aider à mieux vous apporter l'accompagnement qu'il faut. Et effectivement, les cadres comme celui-ci nous permettent également de recueillir ces informations-là, de pouvoir vous mettre en relation avec des structures comme les bourses de sous-traitance et de partenariat, le cadre de concertation de la finance inclusive. Il y a des programmes au niveau de la BAD. Donc l'idée véritablement, c'est que nous sommes en train de voir comment avoir un entonnoir pour pouvoir recueillir tous ces différents projets et pouvoir apporter les solutions adéquates. Donc, véritablement, je souhaite que lors d'un forum comme celui-ci,
qu'on prenne véritablement les contacts avec les secteurs d'activité et ça nous permettra de voir. Merci, M. Fondjo. Allez-y, M. Gassama. Je vais intervenir sur la question sur le genre. Alors, on est, en fait, dans le projet dans lequel nous intervenons, nous faisons ce qu'on appelle un ciblage sexo-spécifique. Alors, on essaie de mettre l'accent sur les femmes et les jeunes, qui constituent pour nous les groupes vulnérables, avec déjà, on va dire, une segmentation assez claire par rapport à nos objectifs, c'est-à-dire que parmi nos bénéficiaires, au minimum 40% doivent être des femmes. On sait que les femmes ne sont pas forcément, généralement, chefs d'exploitation, surtout pour les cultures vivrières ou les cultures pérennes, où il faut vraiment, où la question de l'accès à la terre est assez percutante. Mais par contre, les femmes sont assez présentes sur les cultures maraîchères, qui sont généralement des cultures qui se font en contre-saison, mais aussi sur les chaînes de valeur. Il y a des maillons sur lesquels les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes. Alors l'approche que nous utilisons, c'est d'aller en fait cibler ces filières et ces maillons de chaîne de valeur où les femmes sont beaucoup plus présentes et essayer de mettre l'accent là-dessus. Si nous prenons par exemple le vivrier, le riz, le maïs et autres, généralement, quand on compte le nombre de personnes qu'on retrouve sur les exploitations agricoles, c'est les femmes qui sont majoritaires. Mais elles ne sont pas chefs d'exploitation. Donc on essaye un peu on va dire, d'inverser cela en essayant de travailler sur les femmes, mais au niveau de la partie transformation et mise en marché. Et aujourd'hui, on a des résultats assez intéressants. On sait que par exemple sur le riz, tout ce qui est étuvage, décortiquage du riz et commercialisation, 60 à 70% sont les femmes. Celles qui sont présentes et celles qui sont accompagnées par tous les partenaires et les bailleurs de fonds. Merci et en beaucoup. plus, pour peut-être un dernier élément sur la partie financement, on a un guichet financement à coût partagé sur lequel on fait vraiment une spécification sur les femmes. Si par exemple, globalement, un entrepreneur qui vient pour un appui, il a un appui avec une subvention de 60%. Si cette entreprise appartient à une femme, le projet va jusqu'à 70%. Si c'est un micro-projet, un petit projet, on va dire qu'il a besoin de coups de pouce, s'il a une subvention de 60%, si c'est une femme, la subvention va à 90%. Donc c'est pour dire par là que et le gouvernement et les partenaires, les bailleurs de fonds, on a ce souci un peu d'équilibrer. Merci beaucoup. Je crois que tout ça là se termine sur une note positive. Le gouvernement met en place des politiques et des mesures d'accompagnement suffisants à travers le ministère des investissements et des partenariats publics-privés et son bras armé qui est la PIP, accompagne les investisseurs et les entrepreneurs dans le secteur agricole. Les banques prennent de plus en plus de risques, des risques qu'on ne savait même pas et sont disposés à faciliter l'accès au financement. J'ai noté par exemple que le titre foncier n'est plus un critère pour obtenir un financement. Les partenaires au développement, la Banque mondiale, à travers le projet de développement intégré agricole de Guinée, accompagnent aussi pour que tout ça là nous mène justement à l'éclosion d'un ou de plusieurs champions locaux dans le secteur agricole. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse encore une fois nos panélistes pour cette brillante session. Merci. Merci, Maître Sidiki Youla, pour votre modération. Je vais demander aux intervenants, aux panélistes, de suivre M. Maras, s'il vous plaît, pour un point de presse. Merci bien. Sous vos applaudissements, pendant qu'il se retire pour le point de presse, Madame la secrétaire générale, Madame Diallo. Merci beaucoup. Nous allons directement passer à ce second panel.